Okay. Alors bonjour, ici Micheline Bourque au congrès ICF Québec 2019. C'est la fin, c'est terminé. On a en arrière de nous une œuvre magnifique d'une artiste qui a tout noté sur le plan graphique avec des beaux designs, ce qui s'est passé pendant 2 jours. Et j'ai avec moi Réal Jacob qui, lui, s'est permis le plaisir d'animer la plénière qui parlait du coaching. Alors, M. Jacob, je pense que vous êtes un terrain connu ici et qu'il y a possiblement quelques fans. Alors, prenez un petit moment pour vous présenter qui êtes-vous et que faites-vous? Bien, essentiellement, mon nom est Réal Jacob, je suis professeur honoraire à HEC Montréal et l'an passé, j'ai fait la conférence d'ouverture du congrès ICF Québec sur le thème en résumé, qu'est-ce qui empêche les dirigeants de dormir la nuit pour que les gens puissent mieux comprendre le contexte des dirigeants dans lequel ils inscrivent leur action de coaching. Et comme ça avait bien marché l'an passé, les gens nous ont demandé cette année de revenir, mais avec un panel composé de 3 panélistes différents. La voix de la grande entreprise privée, avec Denis Lezola de la Banque nationale, Catherine Boulos de la STM, qui s'occupe aussi du coaching à la STM, et puis Michel Bonda, qui est président directeur général, maintenant leader du groupement des chefs d'entreprise du Québec, la voix des PME. Et on voulait tout simplement présenter 3 perspectives différentes sur l'évolution du coaching en entreprise. Alors allons-y, vous avez justement pris le temps de présenter ça, c'est des perspectives vraiment intéressantes. Chacun des invités était vraiment très bien préparé avec des exemples, des statistiques, vous avez montré des acétates sur ce qui se passe avec cette profession-là. Vous avez parlé en premier lieu de l'importance du coaching pour les organisations aujourd'hui. Parlez-nous un peu, répondez vous-même à cette question, vous leur avez posé. L'importance, on la voit dans les enquêtes, premièrement, où on observe dans les enquêtes nationales et internationales la croissance du coaching d'entreprise. Donc, plus d'entreprises utilisent le coaching. Dans un deuxième temps, ce qu'on a observé aussi avec nos répondants, c'est que le coaching descend aussi de plus en plus bas dans la hiérarchie de gestion, même au niveau des professionnels et des équipes de travail. Et le troisième point, c'est qu'on était dans un colloque avec des coachs externes, puis on voit aussi de plus en plus de gens qui exercent la profession de coach interne dans les 3 organisations avec lesquelles on a travaillé. Et ce qu'on voit aussi, c'est la diversité des bassins de coachés, à la fois les hauts dirigeants, les directeurs, les cadres de premier niveau, les chefs d'équipe, autour du coaching de relève, autour du coaching centré sur l'apprentissage d'un nouveau rôle qu'on vient d'évoquer, le coaching en situation de gestion de performance, le coaching aussi en situation de soutenir des dirigeants de PME. Donc, à la fois une belle diversité de types de coaching en fonction de clientèle de plus en plus nombreuses à utiliser le coaching. On a été impressionnés par les chiffres avancés par la STM et par la Banque nationale sur le nombre de personnes coachées dans les organisations. C'est assez impressionnant. C'est très impressionnant. La Banque nationale et STM ont vraiment des visées de s'assurer que tout le monde passe par le coaching et comprennent que le coaching est disponible pour eux. On voit aussi que c'est un signe, vous me corrigerez là, que c'est un signe que les organisations se transforment. On a vu aussi, puis ça m'amène dans la deuxième question qui parlait de l'évolution de cette profession-là et toute la notion du savoir-être, l'importance que ça a pour la profession, même si on cherche les coachs certifiés avec toutes les compétences qui viennent avec ça. Ici au ICF, il y a toute une série de compétences qu'il faut acquérir. Mais le savoir-être, en tout cas, ça a bien sorti dans la présentation. Je ne sais pas si vous voulez commenter à ce niveau-là aussi. Ce qu'on a vu, c'est le savoir-être, puis en même temps, ce qui était dans une enquête qui a été conduite à la STM, puis en même temps, on voit le savoir-être et aussi le savoir-faire en équilibre avec le savoir-être. Et ce qu'on a observé aussi, 2 autres observations de Michel Bonda et puis de Denis, qui étaient sur M. Bonda, sur comment évolue le coaching dans un contexte où de parler de complexité en lien avec la conscience de soi. Et de l'autre côté... Michel Bonda qui est capable de faire ça. C'est un des rares qui est rendu là. Il est rendu là, lui. Il est rendu là comme personne. Et lorsqu'on a eu le témoignage des gens de la Banque nationale, on a vu aussi l'importance de l'image utilisée du SAS, là, que les coachs aménagent de plus en plus des périodes de décompression parce que les gestionnaires vivent dans des situations extrêmement stressantes, extrêmement demandantes. Et on a besoin de ces moments de décompression. Puis ce qu'on a vu aussi, dans le cas de... Parce que nos 3 panélistes étaient positionnés un petit peu différemment sur les exigences. Par exemple,
Coacher des propriétaires de PME, il faut avoir de l'expérience quand même. On peut pas. Et au niveau de la Banque nationale et de la STM, on a vu aussi l'importance de connaître le contexte de l'organisation, le contexte d'affaires, donc le contexte financier bancaire, le contexte. On a beaucoup parlé de la STM, aussi de développement durable, donc le coaching en contexte aussi, mais. Oui. Au-delà de tout ça, le savoir-être. Le savoir-être. En tout cas, j'étais réjouie de le voir ressortir dans le sondage de la STM. C'est sûr qu'au niveau de la qualification, puis ça m'amène peut-être à la prochaine question que vous avez également regardée, comment on devient un bon coach, mais qu'est-ce qu'est un bon coach, puis comment le choisir, en fait. Hein? C'est sûr qu'il y a des certifications maintenant qui existent, dont celle de l'ICF. Il y en a d'autres également. Je ne sais pas si vous voulez commenter dans ce sens-là, parce que la Banque nationale, on cherchait vraiment la compétence. Hein? Oui, mais en même temps, dans les STM à la Banque nationale, ce qu'on dit, la certification, elle est exigée. Mais ce n'est jamais le premier critère de sélection, mais elle est exigée. Donc, sans certification, on ne peut pas déposer son dossier dans ces deux grandes organisations, ce qui n'est pas le cas du groupement des chefs d'entreprise. C'est plutôt l'expérience qui va être le premier important. La certification, c'est moins important pour les gens de PME. On est dans un autre contexte, qui est plus un contexte quand même de grande confiance par rapport à un dirigeant de PME. On a beaucoup évoqué aussi au niveau des exigences, les critères de confidentialité, les critères d'éthique, les critères aussi de non-jugement, c'est-à-dire de capacité à rester très neutre comme coach. Et il y a aussi des questions sur, par exemple, comment on choisit les coachs, comment on les intègre. Et on a vu que dans les deux cas, que ce soit la STM ou que ce soit au groupement des chefs ou la Banque nationale, des processus très professionnels, structurés, avec, dans le cas de la Banque nationale, l'utilisation d'une firme qui les aide à choisir les coachs et aussi à attribuer les mandats. Mais dans les trois cas, des approches très professionnelles, très exigeantes pour les gens qui s'inscrivent dans les processus de sélection pour être un coach externe accrédité, par exemple. Dans ces trois organisations, les processus sont très professionnels. On sent par cette demande du marché pour la légitimité des compétences, on sent que la profession, justement, se professionnalise beaucoup. Est-ce que, parce que vous en avez du métier comme professeur en gestion, au moment où vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui, le coach est vraiment devenu maintenant presque un pilier dans certains cas pour les entreprises. Est-ce que j'ai raison? On a beaucoup évoqué dans les discussions l'idée que le coaching, c'est un levier pour mieux différencier une organisation, dans le cas de la Banque nationale, pour mieux faire progresser les gens, pour mieux développer le PDG comme personne et comme dirigeant. Et puis en même temps, j'aurais le goût de dire, si on remonte à 15-20 ans en arrière, 15 ans en arrière, n'importe qui pouvait se déclarer coach. Alors qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une professionnalisation dans la formation des coachs, puis il y a aussi professionnalisation des organisations dans le choix des coachs. Exact. Parce que c'est de plus en plus un levier stratégique pour développer leur propre organisation. Donc, ça devient important de professionnaliser les deux volets. Et on a vu aussi dans les présentations que le coaching s'inscrit dans une culture de développement, dans une culture d'apprentissage, puis dans une culture aussi de différenciation par rapport aux concurrents au niveau de la manière dont les comportements des gestionnaires, des professionnels qui font des affaires s'inscrivent dans une perspective de coaching, de développement avec leur clientèle même. Okay. Avez-vous amené votre boule de cristal? Je ne l'ai pas amené. Plus ou moins. J'ai oublié de vous le mentionner. Mais on voit bien qu'il y a un excellent avenir pour les gens qui choisissent de s'embarquer dans cette profession-là. Il y a un avenir, mais en même temps, ici, je pense qu'il y a un avenir. Oui, c'est sûr qu'il y a un avenir, parce qu'on voit la progression du nombre, mais il y a encore aussi beaucoup de chemin à faire à plusieurs organisations qui ont des modèles plutôt traditionnels de fonctionnement et qui peuvent avoir de la difficulté à intégrer le mode coaching dans leur organisation. Des plus grandes organisations? Actuellement, je pense que le marché est dans les plus grandes organisations ou dans des regroupements professionnels comme le groupement des chefs, par exemple. Mais sinon, je dirais oui. Puis en même temps, il ne faut jamais perdre de vue que dans les PME, il y a toujours des organisations qui progressent vers des perspectives, dans le fond, renouvelées en management. Je dirais des grosses PME industrielles qui sont dans des situations de complexité. Je pense, par exemple, aux GAP industriels autour de l'aéronautique, etc.,
où c'est devenu complexe, qu'on a besoin d'accompagner les équipes de gestion pour qu'elles puissent saisir cette complexité-là. Mais je dirais qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire et de sensibilisation à faire auprès des dirigeants sur l'utilisation du coaching. La valeur du coaching. Mais je pense qu'on a vu 3 témoignages où les chiffres avancés sont très impressionnants. On parle, dans le groupement des chefs, on a évoqué Banque nationale et STM tout à l'heure, mais n'oublions pas que dans le groupement des chefs, il y a 2000 chefs d'entreprise. C'est quand même significatif. C'est déjà un bon groupe, juste là. Alors, regardez, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné vraiment un bel aperçu de l'atelier que vous avez animé, le panel en plénière. Souhaitons qu'on se revoie peut-être l'an prochain. Puis, bonne continuation. Merci beaucoup pour cette entrevue. Ça fait plaisir. Merci.